que l'Europe, le Canada se situe dans la partie haute de ce diagramme. Vous avez à gauche les hommes, à droite les femmes, et vous voyez que les pays d'Afrique et même du Maghreb sont, heureusement pour eux, avec une incidence qui est beaucoup plus faible. Si on prend sur ces camemberts les 10 premiers cancers dans 185 pays, vous voyez que maintenant l'incidence du cancer du poumon est égale à celle du cancer du sein, donc c'est la première incidence, et en termes de mortalité, malheureusement c'est un triste record, la mortalité du cancer du poumon est supérieure. Quand on regarde sur une carte du monde, on voit que le cancer du poumon représente la première cause de mortalité par cancer chez l'homme dans énormément de pays. Regardez, même aux États-Unis, en Europe, en Russie, en Chine. Vous le voyez également dans les pays d'Afrique du Nord, dans les pays d'Afrique du Sud, en Australie. Donc, première cause de mortalité chez l'homme. Chez la femme, c'est un peu moins triste, mais quand même, le cancer du poumon chez la femme est en train de devenir la première cause de mortalité. Elle l'est déjà en Chine, aux États-Unis, au Canada, en Australie. Elle l'est déjà en train de le devenir en France, ça n'apparaît pas sur ce diagramme, mais maintenant la mortalité dépasse en France celle du cancer du sein. Et donc chez la femme aussi, c'est un problème de société majeur, c'est donc la première cause de mortalité par cancer, et ça je crois que c'est vraiment une notion à retenir. Vous connaissez les chiffres de survie qui s'améliorent lentement et qui sont encore très inégaux dans les pays. J'ai mis ici que quelques pays, j'aurais pu mettre d'autres pays dont on a les chiffres, mais vous voyez que ces chiffres de survie s'améliorent. Par exemple, en France, on est passé d'une survie à 5 ans de 14 à 17%, ce qui n'est pas considérable. Dans d'autres pays, c'est plus important. Vous voyez sur cette diapositive que, par exemple, l'Angleterre est très en retard, puisque quand vous regardez, par exemple, la mortalité à 5 ans de l'ensemble des cancers du poumon en Angleterre par rapport au Japon, par exemple, c'est presque 3 fois moins que le taux de survie à 5 ans, c'est pas la mortalité, c'est le taux de survie à 5 ans, et pratiquement 3 fois plus important au Japon qu'en Angleterre. Il s'agit là de chiffres de registre, c'est-à-dire que ce ne sont pas des patients sélectionnés, ce sont des patients inscrits dans des registres qui comprennent tous les malades atteints de cancer du poumon dans ces pays. Vous savez aussi que ces chiffres de survie, ces données de survie dépendent aussi du statut socio-économique, et même dans nos pays occidentaux. Et là, j'ai cité un beau travail de Christophe Schweid qui, quand on prend un hazard ratio de mortalité à 1, montre que chez les patients démunis, à 1 an et à 2 ans, le taux de mortalité est supérieur chez les patients démunis ou très démunis à celui des patients qui vivent dans des territoires favorisés. Vous savez aussi que cette survie du cancer du poumon, elle est étroitement liée au stade. Et là, sur cette diapositive, vous voyez les courbes de survie des stades dans la dernière version de la classification TNM. Regardez comme c'est étroitement dépendant du stade, 72 mois, ça fait 6 ans. Vous voyez ici que très peu de patients, on va en reparler longuement tout à l'heure, de stade 4, c'est-à-dire métastatiques, sont vivants à 5 ou 6 ans. Par contre, une donnée qui est assez peu connue, c'est que pour les cancers de stade très précoce, ceux qui sont justement candidats au dépistage, on s'aperçoit que le taux de survie à 5 ans est considérable puisqu'il est de l'ordre de 90%. Les progrès qui ont été observés dans ces dernières années, donc ceux dont on va parler, puisque je vais vous parler de l'évolution récente, concernent tous les stades des cancers bronchiques non à petites cellules, c'est-à-dire les stades 1 et 2. C'est essentiellement dû à l'arrivée du dépistage scanographique, au diagnostic précoce, au progrès de la chirurgie et au progrès des traitements périopératoires. Dans les stades 3, je vous en parlerai très rapidement, c'est essentiellement dû au traitement combiné et maintenant à l'immunothérapie adjuvante. Et dans les cancers de stade 4, c'est essentiellement lié au traitement ciblé et à l'immunothérapie.
Je ne vous parlerai dans cet exposé uniquement de ce qui concerne ce qui est écrit en gras, parce qu'on ne peut pas tout faire, et volontairement, j'ai limité cet exposé au cancer bronchique non à petites cellules, parce que là aussi, on ne peut pas tout faire. Donc, je ne parlerai que du dépistage, des traitements périopératoires, une diapositive sur les stades 3, ça ne fera pas trop, et puis le reste, c'est dans les stades 4, dans les stades métastatiques, où il y a eu le plus grand nombre de progrès. Dépistage. Dépistage, vous avez sûrement vu cette diapositive ou des tableaux comparables à ceux-là. Ce sont les études qu'on appelle ouvertes, c'est-à-dire les gens qui se sont mis à faire des scanners faiblement dosés, faiblement irradiants, aux patients pas aux patients, aux personnes qui sont fumeuses et qui ont le fumeur en général à 20 ou 30 ou 25 paquets années. Il y a deux informations déjà à tirer de cette diapositive. La première, c'est que ce dépistage par scanner décèle un grand nombre de cancers de stade précoce. Vous voyez à droite la colonne de droite, c'est ça qui est écrit là. Et la deuxième nouvelle, qui est une moins bonne nouvelle, c'est que on voit bien que le nombre de cancers anormaux est très élevé, ce qui veut dire que le scanner décèle des anomalies qui ne sont pas des cancers. Et ça, c'est vraiment un problème du dépistage par scanner. Mais démontrer ça n'était pas grand-chose, et il a fallu le démontrer en tentant de voir si le fait de soumettre des populations de fumeurs qui n'ont pas de symptômes, on parle bien de ça, hein, des fumeurs qui n'ont pas de symptômes, si on les soumet à un dépistage par scanner faiblement dosé, est-ce qu'on observe une diminution de la mortalité par cancer du poumon, voire même mieux, une diminution de la mortalité en général. Et sur cette diapositive, vous avez toutes les études randomisées qui ont été menées dans le monde sur ce sujet. Certaines comparaient le scanner à la radio, d'autres comparaient le scanner à rien. Et vous voyez sur cette diapositive, si vous voulez bien regarder les deux premières lignes, enfin la ligne numéro 2 et la ligne numéro 3, vous voyez sur cette diapositive que seulement deux études ont les effectifs suffisants pour démontrer le bénéfice du scanner. C'est un problème de statistique, c'est-à-dire que vous savez que pour démontrer quelque chose, il faut une forte population. Eh bien, dans l'étude NLST et dans l'étude Nelson, on a les effectifs qui permettent de montrer une diminution de la mortalité par cancer du poumon. Dans les autres études, ce sont des études à 1000 ou 2000 personnes qui ne permettent pas de le démontrer. Et à l'été 2018, nous avions les résultats de 5 de ces études. Une des deux qui permettent de démontrer l'intérêt du dépistage par scanner était l'étude NLST, qui a été publiée maintenant il y a 6 ans, je crois. Et dans cette étude, il y avait, grâce au scanner, une diminution de la mortalité par cancer du poumon de 20%, donc un bénéfice significatif. Dans les autres études, rien n'était démontré parce que les effectifs ne le permettaient pas. Et voilà que à l'automne dernier, en octobre, ont été présentés aux résultats ont été présentés aux résultats mondiaux, les résultats de l'étude belge et hollandaise Nelson, qui est une étude qui portait sur des fumeurs, un peu moins fumeurs que dans l'étude NLST, on ne va pas rentrer dans le détail, ayant atteint au moins 50 ans, et possiblement anciens fumeurs aussi, comme dans l'étude NLST. Donc, dans les deux études, une population tout de même de gros fumeurs, au moins 20 dans l'étude Nelson, au moins 30 paquets années dans l'étude NLST. Vous voyez les caractéristiques de ces fumeurs à droite, et ces personnes avaient des scanners au début, à 1 an, à 2 ans, à 4 ans et à 6 ans et demi. Donc un intervalle qui s'allongeait avec le temps. Eh bien, par ailleurs, dans cette étude, il y a une façon assez astucieuse de concevoir la gestion de ce qu'on appelle les positifs, c'est-à-dire que les gens qui ont des anomalies au scanner, mais dont on ne sait pas si c'est des cancers ou non. Eh bien, au lieu de présenter les résultats comme dans l'étude NLST en 3 parties, ils les ont présentés en 2 parties. Les positifs, c'est-à-dire ceux qui ont des nodules de plus de 10 mm,
Les négatifs, ceux qui ont des nodules de moins de 4 et quelques millimètres, 50 mm3, 500 mm3, et puis entre les deux, les intermédiaires à qui il refaisait juste un scanner, et dans ce cas, il calculait le temps de doublement. Quand le temps de doublement était rapide, on considérait que c'était un positif, et quand le temps de doublement était lent, on considérait que c'était un négatif, et la personne avait son nouveau scanner à la date prévue, sans rien d'autre. Donc aucun examen, aucune fibroscopie, aucun TEP, aucun examen invasif. Eh bien, dans cette étude, vous voyez qu'on va avoir un taux de positif finalement infiniment plus faible. On était à 24% dans l'étude NLST, et là on est à 2,2%. Et donc un taux de faux positif qui est de l'ordre globalement de 1,3%, donc beaucoup plus faible. Dans cette étude, on voit aussi une énorme influence sur le type de cancer qui sont dépistés. Vous allez me dire, c'était intuitivement vrai, oui, mais encore fallait-il le démontrer. Si vous voulez, on va retenir que dans le cancer du poumon en général, il y a à peu près 2 malades sur 3 qui ont des cancers étendus dans la population générale. Eh bien, quand on fait du dépistage, on en a 2 sur 3, voire 3 sur 4, qui sont des cancers de stade précoce. Ici, les petites colonnes en vert et en rouge indiquent les personnes du bras contrôle et les personnes d'un registre hollandais comparable dans la même période. Et vous voyez combien, par exemple, pour les cancers de stade 1A, combien on a en plus de cancers de stade 1A grâce au dépistage. Et cette étude est largement positive puisqu'elle démontre une diminution de la mortalité par cancer du poumon qui est de 26% chez les hommes et de 40% chez les femmes. Ça n'atteint pas la significativité pour des problèmes d'effectifs, mais cette deuxième étude vient démontrer, à côté de l'étude NLST, l'intérêt du dépistage par scanner du cancer du poumon. Alors, il y a énormément de données sur les inconvénients, les coûts économiques, etc. de cette technique. On ne va pas en parler parce qu'on n'a pas le temps et on doit faire un large panorama sur le cancer du poumon. Mais sachez qu'il y a beaucoup de littérature. Si on compte, c'est à peu près de l'ordre de 40 ou 50 articles qui paraissent chaque année dans des grandes revues sur le dépistage du cancer du poumon, qui est déjà en place aux États-Unis, qui se met en place au Canada, qui se met en place dans certains pays européens maintenant. Les traitements périopératoires. Alors, vous vous rappelez de ce que vous avez appris sur la chimiothérapie adjuvante et néoadjuvante. Je résumerai les choses simplement par 2 diapositives. Une première méta-analyse sur cas individuel, vous savez que c'est le gold standard, les méta-analyses sur cas individuel. Une méta-analyse sur cas individuel qui montre le bénéfice de la chimiothérapie adjuvante démontré par plusieurs essais. Dans cette méta-analyse, il y en avait 6. Et puis une autre méta-analyse, toujours sur cas individuel, qui montre le bénéfice de la chimiothérapie néoadjuvante. Ce bénéfice n'est pas considérable. C'est de l'ordre, dans cette méta-analyse, d'un gain de 5% de survie à 5 ans. Mais tout de même, il y a un bénéfice et dans certaines études, il est nettement plus important. L'arrivée des médicaments ciblés actifs sur les mutations EGFR, qui est la plus ancienne, vous vous rappelez, eh bien l'arrivée de ces médicaments ciblés a donné envie de s'intéresser à la place des thérapeutiques ciblées dans le traitement adjuvant des cancers opérés. Et on dispose de 2 grandes études qui malheureusement ont été faites avant qu'on définisse, qu'on démontre que les thérapeutiques anti-EGFR ne sont actifs que les gens qui ont, vous le savez, une mutation de l'EGFR. Et comme ces études ont été faites avant, les patients n'étaient pas statut EGFR. Dans ces 2 études que je vous ai mis ici, une étude qui s'appelle l'étude BR19 et une autre étude qui s'appelle l'étude Radiant, l'une avec le gefétinib, l'autre avec l'erlotinib, eh bien dans ces études, on n'est pas arrivé à démontrer le bénéfice, simplement parce que dans la première étude, il n'y avait que 15 patients mutés sur 503, donc vous vous doutez bien qu'on n'avait pas la puissance nécessaire pour le démontrer. Et dans la deuxième, pareil, 161 sur 973, il y avait une différence. Cette différence, vous la voyez sur la deuxième courbe à droite, en bas.
Et malheureusement, cette différence n'est pas significative pour des raisons statistiques que je vous expliquerai si vous voulez, on reviendra à la discussion, mais il faut qu'on avance. Les données ont beaucoup évolué dans ces dernières années, on va dire, puisque à partir de 2018, avec 2 études randomisées menées en Chine. Vous savez qu'en Chine, il y a une proportion de patients qui ont une mutation de l'EGFR très importante. Et là, ils ont pris des patients qui étaient opérés, qui étaient PN1, c'est-à-dire qui avaient des ganglions hilaires, ou PN2, qui avaient des ganglions médiastinaux, et ils les ont randomisés entre gefitinib ou une chimiothérapie classique par vinorelbine platine, tous démutés, et on voit qu'il y avait un bénéfice significatif, c'est la courbe de gauche. Sur le diagramme de droite, vous voyez que ce bénéfice, dans cette étude, ne concernait que les patients N2, c'est-à-dire qu'il y avait une extension ganglionnaire médiastinale, vous le voyez ici, que les N2 sont concernés par ce bénéfice. Une autre étude chinoise, menée cette fois uniquement sur les N2, montre là aussi un bénéfice très significatif. Alors attention, parce que ce sont des études chinoises menées sur des populations qui, même pour les cancers métastatiques mutés, n'ont pas exactement les mêmes résultats sous TKI de GFR que la population européenne, américaine et peut-être africaine, j'en sais rien. Et en tout cas, ces résultats ne peuvent pas pour l'instant être appliqués au monde entier à la base de ces 2 études randomisées simplement pour ces raisons. Et aux États-Unis, on ne dispose que d'une étude, c'est l'étude SELECT, qui est une étude menée avec du darlotinib qu'on donne pendant 2 ans après l'intervention, mais cette étude qui a été publiée là en janvier dernier ne démontre rien, puisque c'est une étude ouverte, elle montre simplement que c'est faisable de donner de l'erlotinib à ces patients. Que retenir donc en ce qui concerne les anti-EGFR des patients mutés qui ont été opérés? Eh bien, c'est que pour l'instant, il faut traiter ces malades comme les autres et qu'il n'est pas démontré encore qu'il y ait un bénéfice significatif à donner à ces patients opérés un TKI de GFR en post-opératoire. En tout cas, sûrement pas quand ils sont des stades 1 ou 2, peut-être quand ils sont de stade 3, mais encore, ça n'est pas démontré formellement. Une diapositive pour vous dire que l'Avastin, le bevacizumab, a fait l'objet d'une étude randomisée. Aucun bénéfice à donner de l'Avastin en post-opératoire. La question est tranchée. Et puis, est arrivée l'immunothérapie, dont on va reparler en détail à propos des stades 4. Et cette immunothérapie a été déjà essayée en néoadjuvant, et je vous ai mis ici ce très beau papier du New England Journal of Medicine, du mois de, je crois, juin, qui montre simplement chez 21 patients que le fait de recevoir une immunothérapie préopératoire était possible et permettait d'entraîner des réductions tumorales très importantes, mais aussi des réponses pathologiques très importantes, puisque la somme des réponses complètes ou de ce qu'on appelle des réponses subcomplètes, c'est-à-dire moins de 10% de cellules tumorales résiduelles sur la pièce opératoire, intéressait quasiment la moitié des malades. Vous voyez que dans cette petite étude, la moitié des malades avaient une réponse histologique importante en post-opératoire. Pour illustrer ça, que c'est des faits assez nouveaux, je vais vous montrer une observation de Bichat, que je remercie Gérard Batman et son équipe de m'avoir passé pour que je vous la montre. C'est une femme de 47 ans, fumeuse, à 30 paquets années, qui consulte en Allemagne. Elle est d'origine française, mais elle vit en Allemagne, et elle consulte en Allemagne pour des douleurs thoraciques. On lui fait un scanner et un TEP, que vous voyez le scanner sur la droite, avec cette très volumineuse tumeur du champ pulmonaire de droit, associé également à un petit nodule du sommet gauche. Elle a un PET scan, elle a une ponction sous scanner, pardon, qui montre que c'est un adénocarcinome, pas négatif, ça veut dire qu'il n'y a pas de mutation, et qu'il y a un statut PDL1 très élevé à 90%. PDL1, ça veut dire que c'est un test qui vous permet de prévoir avec disons une exactitude qui n'est pas totale, on y reviendra, la sensibilité d'une tumeur à une immunothérapie. Et en Allemagne, elle va avoir 3 cycles de chimiothérapie tout à fait classiques par cisplatine et pemetrexed à l'INTA, et
sous traitement, elle va progresser et l'état général va s'altérer. Elle a maintenant un PSA3, elle n'arrive pas à se lever, elle passe pratiquement presque au lit, en tout cas une bonne partie de son temps au lit. Et de ce fait, elle vient consulter en France, Charles Zalkman, et le temps qu'elle se dégrade immédiatement, très vite, elle devient très hypoxique, très hypercapnique, et elle se retrouve en réanimation avec cette tumeur qui est ici. Et à ce moment-là, après une discussion multidisciplinaire assez serrée, on se dit, bien qu'on ne soit pas du tout dans l'AMM, on n'est pas dans l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament, on va essayer une immunothérapie. Après tout, qu'est-ce qu'on risque? Cette malade va mourir, elle était très jeune, on essaye une immunothérapie. Et voilà l'évolution sous immunothérapie. Cette femme sort de l'hôpital, reprend une vie normale et bientôt va retravailler et repartir en Allemagne. Voilà son évolution scanographe. Et au bout de, je pense, 7-8 mois, une nouvelle discussion où on se dit, est-ce qu'on va s'arrêter là? Après tout, quel est l'avenir de l'immunothérapie? Il n'y avait plus rien à gauche, mais il y a cette tumeur quand même qui restait, qui est encore, avouez-le, très volumineuse. On discute, on se dit, si on l'opère, il faudra faire une pneumolectomie, parce que là, vous ne pouvez pas le voir sur cette coupe de droite, mais si on regarde le profil, ça débordelle le inférieur, donc il faudra faire une pneumolectomie. Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Et puis finalement, la discussion est tranchée, on décide de l'opérer. Et l'examen anatomopathologique de la pièce de cette volumineuse tumeur qui est inscrite ici, que vous voyez ici, l'examen anatomopathologique est totalement négatif. Cette patiente est en réponse complète histologique, elle n'a plus de tumeur. Elle a repris sa vie normale, elle est toujours vivante à ma connaissance. En France, on a 2 essais qui sont menés par l'IFCT, l'intergroupe de cancérologie thoracique francophone, l'un de chimiothérapie néoadjuvante et l'autre de chimiothérapie adjuvante qui est conduit en collaboration avec le grand groupe canadien avec lequel le NCIC, avec lequel nous travaillons sur cette étude. Dans les stades 3, une diapositive. Vous savez que le standard, c'est la radiochimiothérapie, des stades 3 inopérables. Eh bien, cette étude a démontré l'intérêt de l'immunothérapie chez les patients atteints de cancer de stade 3. J'ai mis A, mais c'est 3A et 3B, qui sont répondeurs ou stabilisés après une radiochimiothérapie et qui étaient randomisés entre immunothérapie en bleu, durvalumab, ou placebo. À gauche, vous avez la PFS, la survie sans progression. À droite, vous avez la survie. Et vous voyez un gain très important de survie, puisqu'elle est quasiment doublée. Et maintenant, en France, on a le droit de prescrire du durvalumab dans cette indication, puisqu'il y a un bénéfice très clairement démontré chez ces patients dans une essai randomisée qui portait sur 700 patients. Alors, le traitement des stades 4, si on regarde la période de 2002 à 2015, c'était vraiment la tortue. C'était vraiment une évolution très lente, avec des progrès de temps en temps, mais on avait le temps. On n'avait pas des choses très nouvelles. Et puis, depuis 2015, c'est quasiment un papier important, une étude importante, une étude qui peut changer les pratiques tous les 3 ou 4 mois. Donc, une évolution galopante depuis 2015. Alors, je vais vous rappeler la période de la tortue très rapidement, en quelques diapos. Rappelez-vous, pour les plus anciens, 2002, l'étude de Schiller qui comparait 4 chimiothérapies et qui montrait que rien ne faisait mieux que rien, c'est-à-dire que tout était pareil. La seule chose qui différenciait, c'était la toxicité. Et on a fait des enseignements sur le cancer du poumon d'une tristesse extrême, où on disait, écoutez, tous les traitements, c'est pareil. Enfin, tous ces 4-là, c'est pareil. Platine Taxol, ou platine gemcitabine, ou docétaxel, ou carboplатine Taxol, tout ça c'est pareil. Et finalement, c'est la toxicité qui diffère. Après, en 2006, a été démontré le bénéfice de l'Avastin, le bevacizumab, dans les cancers non épidermoïdes. Un gain de survie, quand même, qui n'était pas négligeable.
avec un hazard ratio, il y a le risque de décès diminué à 0,79, qui était significatif. En 2011, Elisabeth Coix, avec un grand essai de l'IFCT, a démontré le bénéfice de la bithérapie chez les patients âgés de plus de 70 ans. Et puis en 2013, est démontré le bénéfice de la maintenance. Alors, vous avez vu ces chiffres. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 3-4 dernières années? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'on voit maintenant des courbes de survie comme ça. Vous vous rappelez les courbes de survie que je viens de vous montrer. Là, regardez, ici vous avez 60 mois. Donc ici, vous voyez qu'on a plus de 50% dans cette étude, largement plus de 60% des patients qui sont vivants à 5 ans. Métastatique, prouvé. Ici, dans une autre étude, pareil, vous avez un bénéfice considérable qui n'était pas du tout connu dans les essais précédents. Je dis, moi j'ai cessé mon activité clinique il y a maintenant 6 ans ou 7 ans, je sais plus, mais je disais toujours que je voyais qu'il y avait peut-être 1 ou 2 stade 4 qui avaient dépassé 5 ans. Maintenant, je vais régulièrement au RCP de Bichat, à chaque RCP, on voit des malades qui ont atteint 3 ans, 4 ans, et il y a des malades maintenant qui atteignent 5 ans avec les nouveaux traitements. Donc un progrès considérable et qui est tout à fait récent. Alors le début de cette accélération, c'est la mise en évidence des mutations. Alors vous savez qu'il y a beaucoup de mutations. J'ai choisi de limiter cet exposé à uniquement 2 d'entre elles, les mutations GFR et les translocations ALK-MLK. Ce que je vais dire sur ALK est aussi vrai pour ROS1, mais qui est assez rare, donc je n'en parlerai pas. Premièrement, qu'est-ce que c'est que ces mutations? Enfin, qu'est-ce qu'elles représentent en termes de fréquence? Ça, c'est l'étude française Biomarqueur France, qui avait coordonné pour la France vers Fabrice Barlési pour l'IFCT, et à la demande de l'Institut du cancer. Et vous voyez que c'est pas si rare que ça. C'est-à-dire que quand vous regardez les chiffres à gauche, le camembert en haut à gauche, c'est l'ensemble de la population. Après, si vous regardez uniquement les adénocarcinomes, qui représentent maintenant dans nos pays la majorité des cancers, vous apercevez que c'est 12% qui sont mutés au GFR et 5% qui sont mutés ALK. Et puis, si vous restreignez encore votre population aux non-fumeurs, là c'est encore beaucoup plus important, puisque quasiment 60% des non-fumeurs ont une mutation accessible à un traitement commercialisé dans nos pays. Donc c'est quelque chose qui est quand même très important et c'est un réflexe qu'il faut avoir maintenant quand on a accès à la recherche de mutation, bien sûr, mais si on a accès à la recherche de mutation, tout patient, dans les recommandations françaises, tout patient doit avoir une recherche de mutation s'il a un adénocarcinome, et encore plus, là ça devient vraiment une faute de ne pas le faire, si on y a accès bien sûr, quand c'est un non-fumeur. Alors, l'étude peut-être la plus importante à mes yeux dans ces 10 dernières années est une étude déjà ancienne, puisqu'elle a presque 10 ans, c'est l'étude de Tony Mock, qui avait eu l'intelligence de comparer une chimiothérapie au gefitinib chez des patients asiatiques, donc avec un fort taux de mutés, mais sans savoir au départ leur statut mutationnel. Et qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré que chez des patients qui avaient des mutations au GFR, le fait de recevoir du gefitinib prolongeait la survie sans progression et la survie, et le fait de recevoir une chimiothérapie prolongeait au contraire la survie. Donc la chimiothérapie était essentielle chez les patients qui avaient pas de mutation, et le traitement ciblé était essentiel chez les patients qui avaient une mutation. Et depuis, il y a eu plein d'études avec tous les TKI de GFR, dont vous connaissez le nom, le gefitinib, l'aotinib, l'afatinib, plus récemment l'icotinib, qui comparent tous ce médicament avec une chimiothérapie et qui tous montrent qu'il y a un bénéfice à donner ces médicaments. Alors, petite parenthèse que j'aimerais faire ici, parce que peut-être que ceux qui ne sont pas familiarisés à ça ne comprennent pas. Tantôt je parlerai de PFS, tantôt je parlerai de survie. Alors pourquoi? Il y a 2 raisons qui font qu'on s'intéresse à la survie sans progression, la PFS. C'est la première, c'est que on a le résultat plus tôt et qu'on a démontré que la survie sans progression était à peu près corrélée avec la survie, mais finalement c'est quand même la survie qui est le critère dominant et essentiel. Mais le deuxième point qui est très important, c'est que pour des raisons éthiques, bien entendu, quand un traitement a un effet supposé très important chez les malades, il n'est pas possible qu'ils ne le reçoivent pas
dans le bras standard à l'échec du traitement standard. Autrement dit, par exemple, dans les traitements qui comparaient chimiothérapie à gefétinib, par exemple, eh bien, les patients du bras standard qui progressaient recevaient du gefétinib. C'est pour ça que ces études souvent sont positives sur la PFS, mais pas sur la survie, parce qu'il y a eu, et on voit ça aussi avec l'immunothérapie maintenant, il y a un contingent très important de patients qui reçoivent, au moment de la récidive, un traitement expérimental. Alors, ce qu'on a observé pour le GFR, on l'a observé aussi pour le crizotinib chez les patients qui ont une translocation ALK-EMLK. Vous avez ici ces belles courbes qui montrent combien la PFS, et là aussi c'est pareil, on parlera de PFS, puisque les malades du bras chimio vont recevoir du crizotinib. Finalement, il n'y aura peut-être pas de différence de survie, en fait il y en aura quand même, mais peu importe. Vous voyez que ce bénéfice se manifeste, et il se manifeste, on le voit bien ici à droite, chez tous les malades. Et puis, depuis ces 3 dernières années, une franche accélération qui est liée aux thérapeutiques ciblées de nouvelle génération et à l'essor de l'immunothérapie. Thérapeutique ciblée de nouvelle génération, je vais parler d'abord de l'osimertinib, qui est un médicament qui agit sur la mutation T790M. Et qu'est-ce que c'est que la mutation T790M? Eh bien, c'est une mutation de résistance qu'on retrouve chez une personne sur 2 qui progresse après une première ligne de ce qu'on appelle un TKI de le GFR de première ou de deuxième génération, c'est-à-dire gefétinib, erlotinib ou afatinib par exemple. Donc, on essaye de faire en deuxième ligne ce médicament, et on compare ce médicament au standard de l'époque qui était platine pemetrexed. Vous voyez que c'est pas vieux, c'est une étude qui a été publiée en 2017. Quand je vous dis que ces progrès sont récents et rapides, je ne me trompe pas. Vous voyez ici que la survie sans progression est très en faveur de l'osimertinib, et vous voyez aussi que cet osimertinib, et ça c'est très très intéressant, marche très bien chez les patients qui ont des métastases cérébrales. Et grâce à ce traitement, vous avez des patients qui sont métastatiques avec des métastases cérébrales et qui vont vivre 2 ans, 3 ans, 4 ans sans symptômes cérébraux. Donc un bouleversement déjà en deuxième ligne. Alors comme ce médicament en plus est moins toxique que les TKI de première génération et deuxième génération, il a paru évident qu'il fallait très vite l'essayer en première ligne. Et là je vous montre une publication de 2018 d'un essai international où on a comparé soit le gefétinib ou l'erlotinib à l'osimertinib, et vous voyez là aussi une augmentation très importante de la survie sans progression, et également une augmentation de la survie globale qui est indiquée ici à droite. Vous voyez aussi que même en première ligne, l'intérêt de ce traitement chez les patients qui ont des métastases cérébrales, c'est la courbe C ici, vous voyez que chez les patients qui ont des métastases cérébrales, il y a un bénéfice considérable. Regardez ici les courbes de survie à 18 mois, les courbes de survie à 18 mois. À 18 mois, 71 et 83% des malades sont vivants sous l'osimertinib. Vous voyez également que se dessine un plateau qu'on voit apparaître ici. Là aussi, les survies du bras standard sont très hautes aussi, parce que les patients qui n'avaient pas reçu de l'osimertinib en première ligne vont en recevoir pour la plupart d'entre eux en deuxième ligne. Je vais passer sur cette diapositive qui montre simplement que l'osimertinib était efficace, plus efficace que les autres sur toutes les catégories de patients. Et pour les anti-ALK, retenez que c'est exactement pareil avec l'alectinib, qui est un nouvel anti-ALK qui fait beaucoup mieux que le crizotinib. Et là aussi, regardez ce plateau qui est considérable ici, hein, et qui se poursuit. Et puis, vous avez ici une action même sur la prévention des métastases cérébrales, puisque ici,
quand vous regardez ici en rouge les patients sous alectinib qui n'avaient pas de métastase cérébrale, vous voyez que l'incidence des métastases cérébrales, des progressions cérébrales est très réduite sous alectinib en bleu, est beaucoup plus bas. La survenue de métastases cérébrales est beaucoup plus basse en bleu qu'elle ne l'est en rouge sous crizotinib. Brigatinib, pareil, c'est un médicament dont vous entendrez le nom de plus en plus. Là aussi, une démonstration de la supériorité sur le crizotinib très net. Là aussi, un effet très important sur la survenue de progression cérébrale ou de survenue de métastase cérébrale avec, vous voyez, une survenue dans un coma bleu qui est très très diminuée quand on utilise l'alectinib plutôt que les... Alors, cette courbe est intéressante, c'est un papier tout récent là, qui date de décembre, je crois, où on voit que finalement il n'est pas certain qu'il faille donner ces nouveaux médicaments tout de suite, et les résultats à long terme de la première étude que je vous ai montrée, qui démontrait l'intérêt du crizotinib comparativement à la chimiothérapie. Et vous voyez ici que les patients en bleu au-dessus, ce sont des patients qui ont reçu du crizotinib en première ligne, et puis qui en deuxième ligne ont reçu au moins un médicament anti-ALK de nouvelle génération. Eh bien, vous voyez que ceux-là, à 5 ans, il y en a, je vous ai montré cette courbe tout à l'heure, il y en a 70% qui sont vivants. Et quand vous regardez la courbe de survie de ceux qui ont reçu du crizotinib mais qui après ont été rattrapés par une chimiothérapie, c'est nettement moins bien. Et puis ça c'est ceux qui ont reçu des chimiothérapies, etc. Et j'en termine là sur les thérapeutiques ciblées pour arriver maintenant dans la dernière partie de mon exposé à ce qu'on appelle les inhibiteurs de point de contrôle immunitaire, les checkpoint inhibitors, qui sont des médicaments qui vont agir pour bloquer, alors comment le dire clairement, vous savez que quand on est en contact avec un corps étranger, un virus, une cellule cancéreuse, on va développer une immunité. Mais vous savez aussi que cette immunité a un contrôle, un autocontrôle, parce que sinon, chaque fois qu'on aurait une maladie virale, on aurait une maladie auto-immune qui se développerait, donc il y a une espèce d'autocontrôle de l'immunité qui se met en œuvre. Et c'est donc ce rétrocontrôle met en œuvre des systèmes qui s'appellent CTLA4 ou PD1 ou PDL1, peu importe, je ne vais peut-être pas commenter ces schémas qui sont d'ailleurs pas à commenter pour un non-biologiste, mais simplement pour vous dire qu'il y a des médicaments qui s'appellent les anti-CTLA4 et d'autres médicaments qui s'appellent les anti-PD1 ou les anti-PDL1, dont le but est simplement, et c'est essentiel, de limiter ce mécanisme freinateur naturel de l'immunité qui se met en œuvre quand nos cellules T sont confrontées à un antigène cancéreux. Donc le but va être de freiner le frein, si vous voulez, de diminuer le frein. Hein. J'espère être clair. Alors, dans un premier temps, ces médicaments ont été essayés en première ligne et en deuxième ligne, pardon, en général comparés au Taxotere, au docétaxel. Et vous voyez que tous ces essais comparatifs se sont avérés positifs. Et puis, plus récemment, et ça c'est la littérature actuelle, la littérature des deuxièmes lignes, elle a 3-4 ans, 4-5 ans maintenant, les premières lignes sont beaucoup plus récentes. Et ça commence il y a 2 ans, au mois d'octobre 2017, je crois, où ont été présentées l'étude Kenon, qui, chose extraordinaire, a démontré que chez des patients qui avaient un statut PDL1, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire un critère anatomopathologiste lié à un simple immunomarquage qui permet de prévoir si l'immunothérapie va être active ou non, eh bien quand on s'intéresse à des patients qui ont plus de 50% de PDL1, ce qui représente à peu près, on va dire entre à peu près le quart entre le quart et la moitié des patients, ça dépend un peu des études. Et si on leur donne du pembrolizumab plutôt qu'une chimiothérapie en première ligne, eh bien la survie médiane est à 30 mois versus 14,2 mois. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que pour la première fois,
on démontre qu'on peut traiter en dehors des mutés des patients qui ne sont pas mutés par un traitement autre que la chimiothérapie et que grâce à ce traitement, on obtient des survies médianes qui peuvent être de l'ordre de 30 mois. Ça a été démontré après dans d'autres études, notamment dans une autre étude avec toujours le pembrolizumab. Ça n'a pas été démontré avec une association pure de chimiothérapie qui est niveau ipilimumab, pour des raisons qu'on pourra détailler si vous voulez, mais enfin pour l'instant, voilà les données de l'immunothérapie de première ligne. Voilà les résultats actualisés qui ont été publiés là-haut en janvier dernier de l'étude Keynote 024 qui comparait pembro-chimiothérapie. Il y a eu des papiers, je me rappelle avoir lu un papier dans la revue Cancer qui disait « Oh mais ces résultats ils sont très optimisés, il y a beaucoup de malades perdus, enfin, il y a beaucoup de malades qui n'ont pas encore atteint, c'est une survie actuarielle, donc on ne peut pas prévoir vraiment que ça va se confirmer. » Si ça se confirme, la médiane de survie, avec un recul beaucoup plus long maintenant, se prolonge à 2 ans, 51,34% de survivants et une médiane de 30 mois versus 14 mois sous chimiothérapie. Et puis, ensuite, et ça c'est l'étape dernière, qui date de ces dernières années, l'année 2018, on a démontré que chimiothérapie et chimiothérapie associée à immunothérapie faisait mieux. Alors, l'un des intérêts de ça, c'est on le voit mal sur ces courbes, non, je voulais vous commenter quelque chose, mais tant pis, je vais pas. Je laisse comme ça. Ça, c'est un essai qui compare une immunothérapie associée à une chimiothérapie versus une seule chimiothérapie. En bleu, c'est immuno plus chimio. En rouge, c'est chimio seul. Et vous voyez qu'il y a un bénéfice qui se manifeste là pour tous les malades, quel que soit leur statut PDL1. Et une même étude montre un bénéfice un peu moins important, mais également dans les cancers épidermoïdes. L'étude précédente, c'est dans les cancers non épidermoïdes. Et puis, une autre étude récente aussi a été menée par le laboratoire Roche, en étudiant immunothérapie non pas associée à une chimiothérapie, mais à une chimiothérapie associée à du bevacizumab, à de l'Avastin. Et là aussi, vous voyez que le fait d'ajouter une immunothérapie à un traitement par chimio plus Avastin augmentait de façon significative la survie sans progression. Je passe là-dessus, c'est un peu trop, je crois que le temps passe, il faut qu'on ait le temps à la discussion. Un point très important, c'est que tous ces nouveaux traitements d'immunothérapie ont une toxicité propre, et il va falloir que les pneumo-oncologues que vous êtes apprennent cette toxicité avant de l'utiliser, parce que ça n'a rien à voir avec la toxicité de la chimiothérapie. En général, beaucoup mieux toléré, en général beaucoup moins grave comme toxicité, mais vous avez des pneumopathies interstitielles diffuses, c'est pas fréquent mais ça existe, mais vous avez des lésions cutanées, mais vous avez des complications thyroïdiennes, des dysthyroïdies, mais vous avez des hépatites auto-immunes, etc. C'est des choses qui sont relativement rares, qui font que la plupart des études contre-indiquent l'immunothérapie chez les patients qui ont des maladies auto-immunes mal contrôlées. Un point très important qu'il faut que vous appreniez dès maintenant, parce que vous aurez l'utilisation de ça, et j'en suis sûr, et c'est un point très important, c'est qu'il faut, on utilise beaucoup, enfin de mon temps, quand j'étais jeune, on utilisait beaucoup la corticothérapie dans le cancer du poumon. Eh bien, il y a des études qui montrent maintenant que les malades qui ont reçu une corticothérapie dans le dernier mois qui précède une immunothérapie ont une action bien moins bonne de l'immunothérapie que s'ils n'avaient pas reçu de corticoïdes. Donc, attention, quand vous avez la possibilité, par exemple, vous avez un malade, vous n'avez pas accès à l'immunothérapie, mais vous savez qu'il va aller dans un pays où il y aura peut-être accès à l'immunothérapie, ne donnez pas à ce malade, sauf quand vraiment c'est indispensable. Bien sûr, s'il y a une métastase cérébrale avec un gros œdème, bien sûr, mais sinon, évitez de lui donner des corticothérapies. Alors, j'ai essayé de faire ce schéma pour vous dire comment on pouvait concevoir les choses maintenant ou demain. C'est un peu compliqué, mais vous allez voir que c'est assez simple. Finalement, vous prenez un non épidermoïde, vous regardez s'il est EGFR ou ALK. S'il est positif, vous le traitez par une thérapeutique ciblée.
S'il est négatif, vous regardez si vous avez la possibilité de lui faire une immunothérapie. Si vous n'avez pas la possibilité de lui faire une immunothérapie, vous lui faites une chimiothérapie. Si vous regardez ensuite, si vous avez la possibilité de lui faire une chimiothérapie, vous regardez son expression de PD-L1. Encore une fois, c'est une simple immunohistochimie, et dans les services qui l'ont, on l'a en 3-4 jours. Hein. Quand ils sont inférieurs à 50%, le standard maintenant est l'immunochimiothérapie. Quand ils sont supérieurs à 50%, vous avez le choix entre l'immunochimiothérapie et l'immunothérapie seule. Alors vous allez me dire, vous avez montré une étude montrant que l'immunothérapie seule marchait très bien chez les malades qui sont supérieurs à 50%. Oui, c'est vrai, mais c'est ça que je voulais vous remontrer tout à l'heure. Au début, les courbes se croisent. C'est-à-dire qu'au début, il y a une surmortalité de l'immunothérapie. Et cette surmortalité n'existe pas dans les cancers, n'existe pas avec l'immunochimiothérapie. Donc, ça veut dire que vous allez regarder un peu l'évolution de la tumeur, son extension. Si c'est une tumeur qui n'évolue pas trop vite, vous pouvez faire une immunothérapie seule. Si c'est une tumeur qui évolue très vite, il faut mieux faire une immunochimiothérapie parce que vous risquez sinon ce qu'on appelle une hyperprévocation, et là, les choses se passent très très mal. Pour les épidermoïdes, vous réfléchissez de la même façon, est-ce que j'ai accès à l'immunothérapie ou non? Si vous n'avez pas accès à l'immunothérapie, c'est la chimiothérapie. Si vous avez un accès possible, c'est l'immunochimiothérapie. Et puis, n'oubliez pas l'organisation des soins qui est essentielle. Vous savez que là, dans beaucoup de pays, on a mis en place des réunions de concertation pluridisciplinaires qui doivent regrouper des pneumologues, des oncologues, des pneumologues qualifiés en oncologie, des chirurgiens, des radiologues, éventuellement maintenant des biologistes moléculaires, des médecins de médecine nucléaire, etc. C'est essentiel, ça a un rôle aussi pour organiser les soins, pour organiser les réseaux, développer la recherche clinique et favoriser pour les patients l'accès à l'innovation. Et vous allez me dire peut-être tout ça, c'est difficile, on n'a pas forcément les moyens de le faire, et j'ai voulu pour conclure ouvrir sur un papier très récent, oui, qui est je crois que c'est de décembre dans le Thorax, vous pourrez le lire si vous voulez, qui je trouve est un papier intéressant, il concerne la ville de Leeds en Angleterre. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit que la survie des patients atteints de cancer du poumon en Angleterre était bien moins bonne qu'en beaucoup de pays européens ou américains ou japonais. Et les Anglais ont analysé les choses et ils ont montré que la moins bonne survie était peut-être liée au fait qu'il y avait davantage de cancers de stade évolué que dans les autres pays et que c'est par ailleurs, quand on comparait avec des pays qui avaient un système de santé comparable à celui de l'Angleterre, il y avait moins de radiographie pulmonaire, toute bête, la radiographie standard, pas scanner, radiographie, qui était prescrite. Alors ils ont fait des campagnes d'information par la radio, par les journaux, par les affichages, dans les gares ils ont fait des stands, et ils ont écrit aux pharmaciens, aux médecins généralistes, aux infirmières de ville, ils ont fait des campagnes de presse auprès du grand public, et ils ont ciblé leur travail sur les zones défavorisées. Je vous ai dit tout à l'heure combien le cancer des poumons était un fléau dans les zones défavorisées en Europe, notamment du fait d'un tabagisme beaucoup plus important. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? Eh bien, ils ont constaté que le nombre de radiographies réalisées par mois augmentait. Ils passaient des messages du genre, si vous toussez depuis plus de 3 semaines, faites une radiographie pulmonaire. Ils ont même facilité l'accès aux radiographies pulmonaires sans passer par un médecin. Et ils ont, cerise sur le gâteau, montré que la mortalité par cancer du poumon diminuait et que le nombre de cancers de stade 1 et 2 augmentait. Je trouve que c'est un très beau travail qui, avec des moyens finalement assez réduits, montre qu'on peut simplement, en changeant le stade où le malade consulte, modifier la survie de la maladie. Pour conclure, le cancer du poumon est la première cause de mortalité par cancer chez l'homme et souvent chez la femme. Bon, mortalité par cancer. Hein. La prévention est essentielle, le tabac est la principale cause, et bien entendu, j'en ai très peu parlé parce qu'il n'y avait pas de données récentes là-dessus, mais bien entendu, la lutte antitabagique reste l'élément dominant de la cancérologie thoracique. Il y a eu des progrès récents dans le dépistage et il faut que les pays qui en ont les moyens mettent en place le dépistage par scanner low-dose. Il y a une recherche clinique très active qui se poursuit dans les stades 1 et 2, mais rien de bien nouveau.
et une démonstration dans les stades 3, après radiochimiothérapie, de l'intérêt de l'immunothérapie. Dans les cancers de stade 4, il y a toujours la chimiothérapie, mais sa place dans l'arsenal thérapeutique réduit au profit des thérapeutiques ciblées et de l'immunothérapie. Il faut toujours travailler à organiser les soins, à travailler ensemble, à créer des réseaux pour prendre en charge les patients de la façon la meilleure possible et le plus tôt possible. Et enfin, quand on peut le faire aussi, la recherche clinique est à l'origine de tous les progrès que je vous ai décrits et elle est donc fondamentale. Voilà, je vous remercie.